Canada. Maintenant, après, chacun a son tempérament. Comme je dit, toutes les expériences sont uniques. Il n'y a pas d'expérience standard. Toutes les expériences sont uniques. Il n'existe pas d'expérience standard ou bien d'expérience. Il peut y avoir quelque chose qui est défini, mais chacun y va avec, je veux dire, son expérience. Donc, le plus important, c'est de ne pas perdre de vue la vision, pas perdre de vue l'objectif. C'est ça qui est le plus important. Il ne faut pas perdre de vue ta vision, ton objectif. Tu restes focus là-dessus, quelles que soient les voies que tu empruntes, parce que c'est la réalité aussi ici. Donc, tu seras amené à emprunter des voies, peut-être qui n'étaient pas pensées comme ça au départ. Mais le plus important, tu peux prendre la droite au lieu de la gauche, mais le plus important, c'est de revenir sur la voie principale après pour continuer ton chemin. Bonjour à tous et bienvenue encore dans notre session d'aujourd'hui du podcast MF Inspires Me, un pas de géant. Et comme vous le savez déjà, c'est un podcast qui veut aller dénicher des gens qui veulent penser autrement, qui veulent faire les choses autrement, des gens qui sentent en eux le besoin de faire plus que ce qu'ils ont, ce qu'ils écoutent, ce qu'ils voient à gauche et à droite, et qui savent que quand on est dans un environnement qui donne beaucoup de potentialité, il nous revient à nous de profiter de ces avantages, de tous ces atouts. Et c'est vrai que dans les deux éditions passées, j'étais avec des dames. On m'a fait des histoires pour ça. Donc, je suis allé chercher un tonton. Si je parle de vieux père, je parle de Mogor, je parle de Zouglou, je parle d'Atcheke, tout ça là, vous pouvez déjà imaginer là où je m'en vais. C'est un monsieur géant et grand, toutes les formes. Et c'est un grand frère. C'est quelqu'un qui m'a pris par la main sur les dossiers, alors qu'il n'est ni mon cousin ni mon oncle. Et donc, il fait partie des premières personnes à qui j'ai parlé du projet de podcast. Il m'a encouragé et il m'a promis qu'il serait là dès que je lui ferai signe. Et donc, aujourd'hui, je suis très content de l'avoir. Et c'est un monsieur qui, comme dirait quelqu'un qui est vaste, qui a fait beaucoup de choses. Il y a des choses que j'ai découvertes. La session d'aujourd'hui sera différente des autres, même dans la façon de gérer. Donc, sans plus tarder, je vais lui souhaiter la bienvenue parce que je veux pas de problème. On va pas me demander de donner boisson. Herman, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour moi aussi. C'est un plaisir, c'est un honneur pour moi aujourd'hui de me retrouver. Je veux dire, c'est vraiment un honneur pour moi. Merci encore pour cela. Alors, je vais commencer par une des choses que je ne savais pas. J'ai vu que tu as écrit un livre et le titre du livre c'est Nouveau départ, conseils pour les nouveaux Canadiens. Première question, est-ce que c'est déjà disponible au public? Le livre est en finition. Il faut dire que je suis à cheval sur deux livres. Tu vois, ça vient au feeling. Il est clair que quand j'avais commencé à ébaucher ce premier livre, c'était un ramassis de l'expérience par laquelle que je suis passé au Canada et aussi les pistes de solutions que j'ai pu moi-même énumérer pour permettre véritablement à tout nouvel arrivant de pouvoir trouver un chemin pour une bonne intégration. Et aussi le cheminement de ma vie, j'ai été confronté à d'autres réalités qui m'ont poussé à penser à écrire un autre livre qui est aussi en finition, qui est Mes blues du Canada. Mes blues du Canada qui parle un peu de la position des hommes, plus ou moins au Canada, face à certaines réalités ici. Tu vois? Donc c'est un livre qui retrace un peu des faits vécus. Ça parle de mon expérience avec l'expérience d'autres personnes. Je pense que de ma petite expérience professionnelle, j'ai eu à rencontrer des gens avec des expériences diverses. Donc ça m'a poussé à analyser et à comprendre qu'il y a des hommes quand même dans ce pays qui ont peut-être quelque chose à dire, mais à cause du système, à cause du caractère masculin, préfèrent se taire, mais qui souffrent le martyre. Ce livre n'est pas forcément pour aller à l'encontre de certaines dispositions légales qui existent déjà, pour aller à l'encontre je dis, de certaines initiatives que le Canada met en œuvre dans l'intérêt des femmes, mais il permet quand même de lever un coin de voile sur certaines situations qui peuvent représenter des biais quand véritablement il y a des réalités que des familles ici vivent. Donc c'est surtout pour
le livre là pour permettre quand même à la législation de jeter un regard sur certaines éventualités, certaines réalités, parce que c'est des choses qui existent. C'est des choses qui existent. Parce qu'il va s'en dire, moi-même je suis père de 3 filles, tu comprends? Et je ne vais pas accepter que mes filles soient face à de l'injustice ou soient face à un quelconque comportement euh, déplacé ou déviant des hommes. Mais dans le même temps, là, parfois, certains hommes subissent le système et préfèrent se taire parce qu'ils sont des hommes, mais c'est juste pour lever un coin de voile là-dessus, pour dire, il faut peut-être penser aussi à cela, parce qu'au-delà de tout ce qui est réel, tout ce qui est vrai, il peut y avoir des biais quant véritablement à l'appréciation de certaines situations. C'est surtout ça que ce deuxième livre est en train de traiter. Je suis pratiquement à la fin. Ça fait plus d'un an que j'y réfléchis. Je suis pratiquement à la fin de l'écriture de l'œuvre. Voilà. Donc je pense que c'est une réalité que beaucoup d'hommes vivent au Canada, que beaucoup de familles vivent au Canada. Je pense que ça permettrait de pas d'équilibrer, de se pencher sur une réalité existentielle. Je suis très impatient et est-ce qu'on peut avoir une anecdote ou une des histoires qui sera relatée dans le livre? Est-ce qu'on peut avoir cette primauté-là? Il y en a beaucoup quand même, parce que j'ai eu interviewé beaucoup d'hommes hum, qui passent par certaines situations. D'un cas à un autre, c'est différentes réalités. Mais ce qu'on doit retenir, je laisse je veux dire, le suspense pour le livre. Vous donnez l'occasion aux uns ou aux autres d'aller le découvrir. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que les expériences sont diverses, mais le point culminant, c'est que parfois, ça reste sans voix. Et donc, c'est un peu comme si toutes ces personnes-là subissaient, si on veut dire, la justice, ou du moins subissaient certaines prérogatives. Et du fait aussi de leur caractère, préfèrent se taire. De toute façon, on connaît déjà les clauses de cette initiative. On sait comment ça va finir, comme on le dit. Parfois, ils préfèrent se taire là-dessus. Et de plus en plus d'entre eux souffrent de cela. C'est pas toujours fait pour arranger parfois les situations qui, très souvent, ne sont pas des situations qui peuvent ne pas trouver de solution. Compte tenu de certaines dispositions légales, parfois ça tend à agrandir le fossé et ce n'est pas dans l'intérêt des familles. Mhm. Je me définis comme un acteur de changement communautaire, comme un bâtisseur de ponts communautaires, surtout un catalyseur de changement positif. Voilà, qui œuvre pour l'épanouissement et l'intégration des communautés afrodescendantes. Et je pense que c'est cela mon combat. Voilà, j'essaie de mettre à profit la petite expérience que professionnelle, personnelle, la petite expérience associative ou communautaire, au profit de la communauté. Et ça prend des valeurs intrinsèques comme l'altruisme, comme le don de soi, parce que se mettre, je veux dire, se mettre à disposition de la communauté. Ça prend que tu aies cette valeur. Donc, à côté de cela, je suis un entrepreneur associatif. On peut dire communicateur aussi. Voilà, comme on dit, on essaie de trouver le chemin qui pourra nous permettre éventuellement d'être épanouis avec nos familles. Alors, tu te rappelles encore de ton arrivée au Canada? Déjà l'année où tu es arrivé. Je sais que tu es arrivé, c'est pas 2 ans, c'est pas 3 ans. En quelle année est-ce que tu es arrivé au Canada? Euh, je suis au Canada depuis 2016. Je suis au Canada depuis 2016, septembre 2016. J'ai déjà à Montréal. On était à Montréal avec la famille. J'ai atterri à Montréal. J'ai rejoint ma famille ici. Ma famille ici à Montréal, précisément à Verdun, en 2016. Je pense que, voilà, avec un enfant, ma partenaire d'antan. Et quand je parcourais, je voyais un peu tout ce que tu as fait là. Est-ce qu'il y a une province où tu n'es pas encore? Les provinces que j'ai faites, c'est juste Québec et l'Ontario. Ok. Ouais, je ne suis pas encore sorti de ces deux provinces-là. Bon, il faut dire que moi, naturellement, je ne suis pas très voyageur, hein, très explorateur. Voilà, mais difficile de bouger, de me déplacer d'un point A à un point B.
Mais bon, sinon, ce que j'ai constaté ici, c'est les opportunités qui amènent les uns et les autres à bouger, à se déplacer. Nous sommes toujours en quête d'opportunités vraies. Si l'occasion se présentera, si l'occasion se présente pas, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas voir dans d'autres provinces. Alors, est-ce que dans ton voyage vers Montréal, c'est l'aéroport de Pearson qui a été ton premier aéroport? Trudeau, Trudeau, direct. Ok, ok, c'est là-bas que j'ai atterri, ok. à Trudeau. Mais après, je vois que tu as travaillé aussi à l'aéroport Pearson. Oui, c'est quand même un parcours assez atypique, hein. Je veux dire, quand je viens à Montréal, avec le choc que ça représente, je prends 1 ou 2 mois sabbatiques. Mais bon, je veux dire, à un moment donné, il y a la réalité. Voilà, il y a la famille et tout cela. Et quand tu viens avec certaines compétences, avec, je veux dire, certaines visions, certains espoirs, qu'arriver ici, toute cette vision-là est muée je veux dire, pas de faux espoirs. En réalité certaine, ça prend que comme on dit, que tu fasses une mise à jour au niveau de ta perception, au niveau de tout, on peut le dire. Donc, j'ai pour le temps quand même d'analyser et puis de comprendre que je devais passer par un certain chemin euh, pour, euh, pour atteindre un certain but. Que j'ai commencé par des petits boulots pour avoir ne serait-ce que, comme on dit, une expérience canadienne. Call center, manufacture. Je travaillais à Bell pour Nordia, call center. Je travaillé dans certaines manufactures aussi. Et puis, avec ma conjointe, on avait décidé Avant même que je n'arrive, c'était un projet qu'on nourrissait. Elle avait souhaité l'Ontario. Donc, quand je suis arrivé, c'est à peine 6 mois à Montréal qu'on a pu trouver un pied à terre en Ontario. Et donc, nous sommes venus en Ontario, principalement à Scarborough. Et je pense que ici à Scarborough, en Ontario, par exemple, je me suis dit qu'il était important quand même que j'apprécie les choses différemment. Je suis là en pleine la réalité. La réalité étant que on puisse s'adapter à l'environnement dans lequel nous sommes. Voilà. Donc, il était question d'avoir un diplôme canadien. Je me suis dit, mais tant qu'à faire, il y a la possibilité pour nous de repartir aux études. C'est pas plus mal que ça. C'est pas du temps perdu, mais c'est juste que je change de trajectoire. Le secret aussi, avec l'expérience que j'ai vécue, je voulais faire quelque chose qui allait me plaire. Parce que j'ai compris qu'ici, avec l'environnement dans lequel on vit, qui est assez individualiste quand même, il est facile pour les individus d'être isolés, tomber en dépression, parce que bon, ils sont seuls et tout cela. Et donc, il fallait mettre en œuvre des stratégies pour ne pas arriver à cela. Et donc, je me suis dit, j'ai pas envie de faire un travail qui va représenter une corvée pour moi. Au contraire, il faille trouver quelque chose qui représentera un plaisir. Le plaisir de se réveiller le matin, d'aller au travail, de rentrer avec beaucoup de joie et de retourner le matin. Donc je voulais faire quelque chose, un programme d'études qui allait me permettre d'atteindre cet objectif. Oui, mais les deux formations, mes deux expériences sont aux antipodes. En Côte d'Ivoire, j'ai acquis de l'expérience dans le domaine marketing commercial, pour un diplôme en sciences économiques et gestion. Et une fois ici, euh, j'ai essayé le milieu, mais c'était pas aussi évident. J'ai dit, bah, la rata à laquelle je suis confronté, qu'est-ce que je peux faire qui va me plaire, dans lequel je vais me sentir vraiment épanoui. Donc, après plusieurs consultations, plusieurs rencontres d'orientation avec des universités et collèges, et moi aussi, avec mes aspirations, mes désirs, il fallait trouver l'équilibre. J'ai choisi le travail social. Le travail social, pourquoi? Parce qu'il faut dire que la vie communautaire et associative n'est pas, je dis, seulement qu'au Canada. Voilà, j'ai plus de 25 ans de vie associative et communautaire. Déjà en Côte d'Ivoire, j'ai commencé la vie associative à partir de 14 ans. Donc j'ai pion sur rue en Côte d'Ivoire dans la vie associative, principalement dans la commune de Cocody, où j'ai été, je ne vais pas dire membre fondateur, mais l'un de ceux qui ont œuvré quand même à la mise en place de la première union des jeunes de Cocody sous un maire qu'on appelle Goumand Diagou. Et le poste que j'occupais dans le temps, était un poste assez stratégique qui m'a relation avec les associations, qui m'a permis de mettre en place toutes les associations de la commune de Cocody dans le temps. Donc on peut dire que Cocody représente pour moi comme
je peux dire ma maison, où je connais pratiquement tous les recoins. Je sais comment aujourd'hui la vie associative à Cocody a été mise sur pied et la dynamique qu'on a pu créer autour de cela. Là, je dis, j'ai gravi les échelons. J'ai été membre du bureau de certains aînés, de membre du bureau de quartier, à vice-président, à président de tout un ensemble de quartiers. J'ai côtoyé aussi le milieu syndical à travers certains amis, certains aînés. Et avant de venir au Canada, j'ai créé une ONG qu'on appelait Children Assistance pour venir en aide aux orphelins et aux veuves. Il faut dire que moi-même, je suis orphelin de père et de mère. C'est un héritage que j'ai voulu laisser à ma mère quand même pour aider mes frères, comme je les appelle, et puis aussi les femmes qui prennent sur elles de s'occuper de leurs enfants quand le mari n'est plus. Et donc, une fois au Canada, il dit, bon, tant qu'à faire, faut que je trouve quelque chose quand même dans lequel je vais m'épanouir. Et le travail social se rapprochait un peu de ma vision. Le travail social, c'est d'avoir les rudiments, pouvoir mieux aider, pouvoir mieux orienter l'accompagnement, du moins l'appui que je pourrais faire aux différentes communautés. Je fais le travail social et je ne regrette pas d'avoir choisi cette piste-là parce que je m'épanouis pleinement là-dedans. Je suis au service des gens qui en ont besoin. Le fait de donner le sourire à un individu, c'est ma plus grosse satisfaction. Et pour moi, c'est valorisant. Voilà, donc c'est quelque chose que je fais aujourd'hui avec cœur joie, du sourire à ceux qui en ont besoin. Ne serait-ce qu'au travers de l'écoute, tu vois, au travers de l'empathie. C'est des choses qui apportent du baume au cœur, plus ou moins à mon rythme. Mais je pense que les choses vont se mettre en place. Alors, tu as commencé par aborder un aspect qui est très intéressant, qui me tient aussi à cœur, c'est ce choc ou ces chocs, parce qu'on en a des chocs graduels qui arrivent quand on est au Canada. On a différentes sortes de chocs. Est-ce que tu peux revenir sur un choc que tu as eu par rapport à ton arrivée à Montréal et un autre en Ontario? Parce que c'est deux provinces différentes, c'est deux réalités différentes. Est-ce que tu peux revenir un peu sur deux anecdotes, Montréal et... Pour à Montréal, principalement, je pense que c'est les saisons. C'est les saisons. Et là, c'est quelque chose que j'ai pas oublié parce que je me dis, je suis venu fraîchement d'un pays tempéré, d'un pays chaud. Bon, j'avais tendance à m'habiller légèrement. Et je pense que, je sais plus c'était quelle saison là, mais il y avait un beau soleil quand même. Je me suis dit, bon, je vais m'habiller légèrement, et puis t-shirt, pour voir un peu à quoi ça ressemble dehors et tout cela. Et donc, quand je suis sorti là, 2 minutes, je suis rentré en courant. Parce que le ressenti n'était pas celui qu'on voyait là. Tu vois. Et bon, là, je dis, ça m'a quand même, parce que je ne suis pas protégé. Je pense qu'après ça, je suis tombé malade. J'ai eu comme une fièvre, je ne sais pas si je peux appeler ça une fièvre ou une grippe. Et là, j'ai compris que, il est bon, ici, avant de sortir, de consulter la météo. Voilà, donc c'est ça, je dis, comme on dit, la conséquence qui conseille. De consulter la météo avant de sortir. L'image que tu as du temps dehors, consulte la météo avant de sortir. En Ontario, par exemple, tu vois, il faut dire que la culture anglophone et la culture francophone sont différentes. Ça, c'est clair. Moi, je suis francophone je veux dire, de par ma langue maternelle. Voilà, donc je suis purement francophone. On peut dire bilingue, on essaie quand même de parler l'anglais, comme on dit, c'est un impératif. Et j'ai compris ici, dans l'environnement francophone, l'anglophone, que soit le niveau d'anglais, il prend la peine de t'écouter. Il ne te juge pas, il ne se moque pas, il n'y a pas de moquerie, pas de raillerie. Il t'écoute et il t'aide même à aller de l'avant. Et je pense, et que soit le temps que vous allez prendre pour toi, pour faire passer un message, là, il t'attend. Il t'aide à, tu vois, aller de l'avant. Ça, c'est quelque chose vraiment qui m'a marqué ici. C'est vrai qu'on peut dire que le Canada, en général, pardon, ils sont individualistes, mais l'anglophone est très chaleureux. Il est prêt, disponible, pas que je fustige les francophones. C'est juste une anecdote que je raconte par rapport, parce qu'il ne faut pas qu'on me tire là-dessus après, par rapport à l'Ontario. Voilà, très chaleureux. C'est vrai que même si on peut dire que le sourire de départ peut être... chacun va dans son interprétation. Mais au moins, il t'a souri pour te dire, voilà,
Tu vois, c'est déjà quelque chose. Mais quand il va s'agir, par exemple, ils sont disponibles à rendre service. Ils sont disposés à rendre service. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué chez l'anglophone. Ils sont ouverts, assez ouverts. Je ne dis pas que c'est... Il peut y avoir forcément des gens qui ne sont pas comme ça, mais dans la majeure partie des cas, c'est ce que j'ai remarqué. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je dis souvent aux gens qui veulent venir, non, l'anglais, machin, c'est un délit, mais l'anglais, que tu veux pas partout, tu seras contraint de parler l'anglais. Mais il ne faut pas faire de ça un obstacle. Ce n'est pas un obstacle en soi. Voilà, donc comme on dit là, souvent pour faire rire, je dis, l'anglais que moi je parle ici, je suis le seul à comprendre. C'est-à-dire que on finit pas de faire des efforts. L'anglophone ne va pas te juger. Dis ce que tu as à dire, même s'il faut avec les gestes. Voilà. Et puis aussi faire comprendre que il y a un environnement francophone qui est assez dynamique ici. Tout le monde a sa place. Pas que ce soit un blocage pour les uns et les autres. Parce que très souvent, les gens ont des a priori sur l'Ontario. Moi, depuis que je suis en Ontario, je travaille avec les environnements francophones. Je vis dans un milieu anglophone, mais je travaille avec les environnements francophones. Parce que l'anglais, c'est une langue vivante. Ça prend de le pratiquer au quotidien. Pas, tu vois. Mais comme on a dit, on est dedans. On est dedans et puis bon, on essaie quand même de faire avancer les choses. Il y a encore d'autres villes. Est-ce que tu peux aussi nous en parler un peu? Je sais que tu es dans tes activités, tu bouges dans ces... Oui, c'est important. Moi, je pense que tu touches un point important. Et pour nous, francophones, je pense qu'il est essentiel de connaître tous ces différents aspects-là des choses. La loi sur les services en français euh, désigne certaines villes comme étant des villes bilingues. Les services doivent être, je veux dire, comment je peux dire, les mêmes services donnés en anglais doivent pouvoir exister en français. Dans les services publics ou bien dans les services qui sont certainement désignés. Mais il y a des régions désignées qui existent pareil. Où on suppose que dans ces régions-là, c'est bilingue. Donc automatiquement, ces services publics doivent être donnés dans les deux langues. Beaucoup de Français l'ignorent, beaucoup de francophones l'ignorent. Et parfois eux-mêmes œuvrent contre cette législation-là. C'est vrai que le gouvernement peut mettre en place des mécanismes. Le gouvernement peut mettre en place certaines dispositions. Mais les intéressés eux-mêmes, ceux à qui ça s'adresse, doivent mettre des actions en œuvre pour pérenniser ça, ou du moins pour fortifier les dispositions qui sont prises. Ça part des choses simples. Et moi je dis qu'on ne fait pas beaucoup de promotion là-dessus. C'est vrai qu'on parle très souvent de l'offre active des services en français, mais les communautés où je ne veux pas adresser le volet politique, mais les communautés où certaines dispositions-là doivent mettre aussi en avant les demandes actives en français. Parce que, en soi, s'il n'y a pas de demande en français, quel est l'intérêt de mettre un service bilingue? Parce que c'est vrai que c'est des dispositions pour l'égalité, tout ce qu'on peut dire, mais il y a un enjeu économique qu'on ne veut. On ne peut pas prendre des dispositions aussi longtemps que ces dispositions-là puissent nous nuire économiquement. Donc ça va ensemble. En même temps qu'on prend ces dispositions légales, en même temps aussi, il faut encourager les gens à demander des services en français. Bon, moi, je suis un privé. C'est vrai que ma ville est désignée comme bilingue. Embaucher quelqu'un de bilingue, c'est ce que ça coûte. Donc, ça prend un engagement des communautés. Et c'est des principes, des statistiques simples et claires. Demander des services en français représente des statistiques pour, éventuellement, l'institution. Mais si les francophones même qui arrivent ici, je ne sais pas si c'est par complexe ou par envie de vouloir faire comme les autres, à la limite, les gens, certains francophones refusent de dire qu'ils sont francophones. Pour avoir travaillé à personne, certains francophones refusent de dire qu'ils sont francophones. Peut-être par complexe ou on leur dit qu'on vient en Ontario, voilà, mais c'est l'engagement de la communauté qui permettra de fortifier cette loi-là. Mais si on suppose qu'ici, il y a beaucoup de francophones, mais aucun service n'est demandé en français, même dans les services publics. C'est vrai qu'on peut dire que là-bas, tu peux demander un service en français, mais ils ne seront pas tenus d'embaucher forcément quelqu'un qui parle la deux langues parce que c'est plus coûteux. Alors que si on demande un service en français, parfois même on a servi plus vite que les anglophones, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui demandent. C'est 1 plus 1 qui fait 2. Mais s'il n'y a rien du tout, je me dis définitivement que cette loi ne peut paraître ne pas être pertinente, même s'il existe les francophones. Mais c'est un des moyens pour ancrer l'existence des francophones. La demande, c'est un moyen pertinent. Qui parle de la demande, qui parle de demande, parle d'économie. Donc ça va ensemble. Que de rester là à s'éterniser, non, c'est une loi, c'est ceci, c'est cela. Oui, mais bon, après, il faut demander les services. Et ça prend l'engagement des communautés. Et ce n'est pas eux qui vont venir nous dire de demander des services en français. Non, il ne faut pas qu'on s'attende à cela. Il ne faut pas qu'on s'attende à cela.
l'Ontario, qu'on le veuille ou pas. Mais je peux dire quand même, il y a un aspect conservateur. Et moi, profondément, je comprends ça. Profondément, je comprends ça. Imaginez sur l'instant, parce que démographiquement, plus de francophones viennent en Ontario. Nous, les francophones, on fait l'effort de parler l'anglais. On fait l'effort de parler l'anglais. Ou du moins, c'est un plaisir pour nous de parler l'anglais. Mais l'anglophone, c'est pas évident. Il est très conservateur. C'est pas évident. Bon, comprendre qu'ils vont se laisser venir, je dis, envahir en griffe, mais je dis, occuper toutes les places. Non, faut la mériter, cette place. Parce que si, il y a beaucoup de non-dits, et on ne peut pas, nous, venir les dire comme ça à la place publique, c'est s'exposer. Donc, on va préférer parler dans nos salons sur certains aspects des choses. Parce que même si tu essaies de dire des choses au profit de la communauté francophone, à la fin, tu vas te sentir seul. Parce que tu seras obligé de porter la lutte seul. Et tu mets en péril ta famille. Tu mets en péril beaucoup de choses. Parce que tout le monde va te lâcher. On n'a pas cette fibre. Qu'on le veuille ou pas, je le dis clairement. Le francophone n'a pas cette fibre. Tu vas vouloir te mettre là en avant pour mener une lutte ou bien un combat. Tu vas te retrouver seul. C'est triste, mais c'est la réalité. Je côtoie le milieu, j'ai côtoyé le milieu. J'ai discuté avec beaucoup de leaders. À part le titre, à part le... C'est juste ça. Mais après, ce n'est pas des gens qui peuvent prendre des engagements certains pour leur communauté. Non. Ils sont là juste pour les honneurs, juste pour dire que oui, je suis président de ceci, j'ai fait cela. Mais après, quand tu regardes dans le fond, ce n'est pas des gens qui luttent pour l'intérêt de la communauté francophone. Non, non. Et ça, c'est vraiment dommage. Mais ma voix, elle est à quel niveau? Qui pour émettre de la voix? Au risque même si tu veux, de devenir persona non grata en Ontario, ici dans le milieu. Les choses, on les voit. Les mesquineries, les hypocrisies, les pots de banane qu'on met sur nos frères. On apprécie, on analyse, on voit ça venir. Mais tu peux dire quoi? Mais quand on se voit, on se sourit, on se salue comme ça, comme si tout était tout rose. Et après là, on se casse le sucre sur les dos. C'est dommage. Comme on dit là, la négrine, ça nous suit partout. Ça nous suit partout. Ou c'est lui-même qui va vouloir mettre des choses en place pour nuire à son frère ou à son prochain. C'est vrai que ça peut exister chez tout le monde, mais c'est trop perceptible chez nous. Trop perceptible chez nous. Et ça, c'est vraiment dommage. Ça, c'est une des choses qui fait que parfois, je suis obligé de rester un peu dans mon coin parce que tu te dis que ça ne servira à rien, ta voix ne portera pas. Sinon, c'est les choses qu'on voit. L'Africain, il aime juste les honneurs. Pour ne pas parler de tous les francophones en général, je parle des afro-descendants africains, vu que c'est juste les honneurs. Quand on dit qu'il est ceci, qu'il est cela, il va se contenter juste de cela. Et il est venu au Canada, il a sa maison, il a tout ce qu'il veut. Puis pour lui, c'est une réussite totale. Mais non. C'est quoi que tu vas dire? C'est quoi ton témoignage? Qu'est-ce que tu laisses quand tu parles? Le Canada devient de plus en plus complexe et difficile pour nos communautés. Il est important maintenant de réfléchir sur les perspectives, comme les autres communautés. Prendre place, je vais dire certaines, par manque peut-être de vision, par manque de solidarité, souci de ne pas voir peut-être l'autre émerger ou réussir. Les gens ont préféré se contenter de leur position et de leur posture. Nos enfants, nos petits frères, c'est pour eux qu'on fait ça. Et ça, c'est pas tout le monde qui comprend. Lui, ça va chez lui, ça va chez lui. Moi, j'ai déjà entendu certaines familles, certains aînés dire ça va. Bon, les enfants, ils sont au Canada, ils vont se débrouiller, il y a tout juste pour eux. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais ça prend des gens qui ont la même vision, la même perception plus de l'avant. Sinon, tu vas te retrouver seul à un moment donné. C'est des gens qui, comme on dit, qui sont déjà mouillés. Et qui jouent le jeu, ils sont déjà mouillés. Donc, ça ne peut pas aller plus loin que ça. Sinon, on a tous les leviers ici pour aller de l'avant. Aujourd'hui, quand tu regardes, par exemple, les subventions, les appuis, les accompagnements, tout le monde a tourné vers la communauté afro-descendante, la communauté culturelle, entrée-sortie ici, tu vois, communauté autochtone. Mais pourquoi avec tout ce que le gouvernement, je dis, encourage, tout ce que le gouvernement permet, on n'arrive pas quand même à développer les choses dans l'intérêt de tout le monde? Non, chacun va en vase clos, chacun veut aller, tu vois, chacun veut évoluer, c'est difficile. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ça ne pourra pas fonctionner comme ça. Chacun pense à ses propres intérêts, chacun pense à son ventre. Ça ne pourra pas fonctionner comme ça. C'est ça que je peux dire par rapport à ça. Ok. C'est très bien d'avoir, je dirais, ces révélations, de sortir ces sujets qu'on aborde que dans les salons, parce qu'effectivement,
Euh, on ne veut pas titiller, on ne veut pas faire mal. Et donc, on fait comme si. Et j'aimerais quand même retourner un peu en arrière parce que pour pouvoir continuer ce combat un peu malgré soi, ça demande plus que de la motivation. Est-ce que tout à l'heure tu as dit tu es orphelin, est-ce que tu penses que c'est aussi un élément qui a beaucoup joué? Parce que généralement, ceux qui sont orphelins, c'est des gens qui, pour la plupart du temps, très tôt, doivent se débrouiller par eux-mêmes. Est-ce que tu penses que cette résilience dont tu fais preuve aujourd'hui est liée un peu aussi à ça? Je peux pas dire. Oui, ça peut forcément avoir je veux dire, un aspect significatif dans ma façon d'apprécier les choses. Mais je pense que c'est plutôt mon parcours et puis mon vécu. Oui, le fait aussi d'être orphelin. Si je dois mentionner, j'ai perdu mon père quand j'avais 9 ans. Et c'est ma mère, c'était le dernier né de la famille. C'est ma mère qui s'est occupée de nous, qui a tout fait pour nous envoyer dans les grandes écoles. En tout cas, on a eu une bonne éducation. Seule. Je l'ai vu trimer, je l'ai vu souffrir, faisait tout pour euh, qu'on ne manque de rien. J'ai vu cette femme-là souffrir, même si elle ne parlait pas beaucoup, c'était quelque chose de visible. Et jusqu'à l'âge, je peux dire, jeune adulte, ma mère est décédée, je pense, en 2012. Donc, de 9 ans jusqu'à 2012, j'ai vu tous les efforts de ma mère en tant qu'orphelin de père. Tout ce qu'elle a fait pour nous mettre dans les écoles qu'il fallait, pour nous donner l'éducation qu'il fallait, pour qu'on ne manque de rien, jusqu'à ce qu'elle décède. Et c'est après son décès qu'elle dit cette femme-là, quand même, elle est courageuse. Toute seule, élevée. Il y en a des familles qui ont plus d'enfants, tu vois, mais il faut reconnaître les efforts de ces femmes-là qui élèvent sur leurs enfants, qui sont veuves, qui élèvent sur leurs enfants, qui se lèvent tôt le matin pour aller au marché, pour aller cravacher, pour donner à manger à leurs enfants, pour les saluer. Voilà pourquoi, pour, euh, pour tous ces efforts, pour tout ce mérite, en lui rendant hommage, j'ai créé l'ONG. Children Assistance pour aider ces orphelins-là, pour leur donner du sourire. Et aussi pour accompagner les femmes veuves pour tout ce qu'elles font, c'est pas évident. Après, pendant, je dis, ma vie sans père, quand j'étais adolescent, je fréquentais beaucoup d'aînés aussi, et qui je veux dire, mentoré dans la vie associative et communautaire. C'est surtout dans la vie associative et communautaire que j'ai acquis de l'expérience. Que j'ai acquis de l'expérience. C'est une véritable formation où tu dois négocier avec plusieurs perceptions, plusieurs réflexions, plusieurs façons de voir. Donc, si tu veux, je ne suis pas sorti de nulle part. J'ai gravi les échelons. J'ai été celui qu'on envoyait partout. J'étais membre du bureau. J'ai fait mes classes, comme on dit, de sympathisants, membre du bureau à président, ainsi de suite, président communal, ainsi de suite. J'ai fait mes classes. Et donc, au travers de ce parcours-là, tu rencontres beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses qui m'ont forgé aujourd'hui, qui m'ont donné de la force, qui m'ont fortifié, qui m'ont donné cette capacité de résilience-là. Souvent, mais les gens me demandent, mais comment tu fais, man? J'ai dit, mais c'est des choses que j'ai développées avec le temps. C'est pas des choses qui se... Non, c'est des choses qui s'apprennent. C'est l'expérience, c'est le vécu. Comme on dit, c'est ton cadre de référence. C'est ça qui te permet aujourd'hui d'adopter certaines postures. Tu vois? Moi, des situations qui vont me mouvoir, c'est rare. C'est rare. Et je prends les choses une par une, je prends les choses comme ça vient. Je donne toujours des raisons aux gens pour penser moi-même à mon bien-être, pour penser moi-même à ma santé mentale. Pendant qu'il y a quelqu'un qui est là-bas qui est en train de réfléchir à te faire du mal, qui met des initiatives en place pour te faire du mal. Il y a des gens comme ça, qui sont à l'aise, qui sont heureux juste quand l'autre se sent mal, tu vois. Pour répondre à ce genre de personnes, c'est de leur donner des raisons, de leur agissement. Mais pas, je veux dire, tu es dans la même dynamique qu'eux. Non, tu vas te blesser. Lui, c'est son état naturel. Toi, tu n'es pas comme ça. Et il se comporte comme ça, tu veux réagir comme lui. Tu ne t'en sortiras pas. Donc, c'est juste que tu te mets au-dessus et puis tu regardes les gens de là-haut, quoi. Ça t'apprend à faire face à toutes sortes d'adversités avec beaucoup de tempérament, beaucoup de tempérance, avec une certaine hauteur d'esprit qui ne dit pas son. Et donc, aujourd'hui, comme on dit, j'ai le dos large parce que les coups, je peux en supporter. J'en ai supporté dans ma vie. Il m'est difficile d'en donner, mais quand j'en donne, on sent effectivement que j'en ai donné. Parce qu'on a appris je dis, à négocier avec différents types de réflexion, différents types de tempéraments. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Et donc, ces aptitudes-là, je les ai développées avec
mon vécu, le chemin par lequel je suis passé, toutes mes douleurs, toutes les trahisons de certains amis auxquels tu ne pourrais même pas imaginer. Tout ça, c'est dans le monde associatif communautaire que j'ai vécu ça. Donc aujourd'hui, je suis à l'aise d'aborder certaines situations. Les gens ne comprendront pas forcément, mais aujourd'hui, je suis dans une dynamique où je pense plutôt perspective. Moi, je n'aime pas évaluer les conditions. Comme j'ai l'habitude de dire, par exemple, le si, ça n'existe pas très souvent dans mon vocabulaire, parce que si c'est une condition, ce n'est pas réel. Qu'est-ce qui est factuel, qu'est-ce qui est réel? On se base là-dessus pour aller de l'avant. Voilà, je suis plutôt axé sur des solutions, des débats qui vont nous ramener en arrière. Donc l'un dans l'autre, c'est un ramassis d'expériences, que je peux dire. Ton orphelin m'a donné de la force, m'a donné la capacité de pouvoir comprendre quelque chose. Et puis il faut dire qu'avec les parents, on a vécu aussi dans une sorte d'environnement où l'amour du prochain était le centre, la solidarité. J'ai vécu avec des gens qui ne sont pas mes frères de sang, mais qui ont été élevés par mes parents, d'autres nationalités. Je me rappelle j'ai vécu avec un frère qu'on appelait Koundé, je ne sais pas s'il vit encore, avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément des frères de sang, mais qui étaient comme nos familles. Donc c'est cet environnement-là que j'ai grandi, de solidarité, de partage, d'amour fraternel. Donc aujourd'hui, tu remarques que c'est ce qui guide mes relations. C'est ce qui guide mes relations, c'est ce qui guide mes pas. Quand tu grandis dans un environnement pareil, aujourd'hui, tu as même de pouvoir accepter certaines réalités d'autres personnes. Aisément. Ça te donne des aptitudes que tout le monde n'a pas forcément. Alors, il y a un aspect aussi sur lequel je reviens souvent. On le néglige parce que quand on arrive à la tête baissée, on a nos réalités. Ça nous prend quelques mois, quelques années pour nous retrouver. Mais personnellement, j'estime que le réseautage nous rattrape. C'est-à-dire, même si tu es quelqu'un qui aime rester dans ton coin, le réseautage, tu te rends. C'est un élément très important ici. Hein. Mais est-ce qu'il est, je veux dire, comment je peux dire ça? Et c'est clair que c'est un élément important parce que tout le monde le dit, même c'est officiel que le réseautage ici, c'est vraiment important pour socialiser, voilà, s'ouvrir aux autres parce que ils sont conscients que nous sommes dans un environnement assez individualiste. Donc pour te permettre d'élargir ton champ d'action, il faut réseauter, il faut t'ouvrir aux autres. Tu vois, le Canadien il réagit beaucoup par perception. Il agit beaucoup par perception. Voilà. Est-ce que tu connais tel? Est-ce que tu connais tel? Parle-moi un peu de lui. Donc, c'est au travers du réseautage, que ces aspects-là puissent être adressés. Mais on ne dit pas que c'est, on peut dire, c'est une valeur absolue. Parce qu'il y a certaines personnes je dis, chacun aussi a sa façon d'être. Chacun a, je veux dire, son tempérament. Tu comprends? Il y a certaines personnes qui se sentent bien quand ils sont seuls, quand ils sont dans leur coin et tout. On peut aller en vouloir parce que c'est leur nature, tu vois. Comme ils sont introvertis, comme les sont extravertis. Mais en tout état de cause, le réseautage est un élément fondamental. Il y a un catalyseur quand même pour s'ouvrir aux autres. Ouvrir ton champ d'action, ouvrir ton champ de possibilités, ça c'est clair. Surtout, je dis ouvrir ton champ de possibilités. Le réseautage est déterminant. Maintenant, après, chacun a son tempérament. Comme je dit, toutes les expériences sont uniques. Il n'y a pas d'expérience standard. Toutes les expériences sont uniques. Il n'existe pas d'expérience standard ou bien d'expérience. Il peut y avoir quelque chose qui est défini, mais chacun y va avec, je veux dire, son expérience. Donc, le plus important, c'est de ne pas perdre de vue la vision, pas perdre de vue l'objectif. C'est ça qui est le plus important. Il ne faut pas perdre de vue ta vision, ton objectif. Tu restes focus là-dessus, quelles que soient les voies que tu empruntes, parce que c'est la réalité aussi ici. Donc, tu seras amené à emprunter des voies, peut-être qui n'étaient pas pensées comme ça au départ. Mais le plus important, tu peux prendre la droite au lieu de la gauche, mais le plus important, c'est de revenir sur la voie principale après pour continuer ton chemin. Alors, il y a une chose, je ne sais pas si c'est pareil, tu me diras. Moi, avant d'arriver au Canada, j'ai aussi plus d'une dizaine d'années d'expérience de vie associative. Mais à un moment donné, euh, déjà, je souriais quand tu parlais parce que c'est difficile de mener des combats de communauté. Et on se dit, mais tout ce que je mets comme énergie, temps, ressources, tout ça, est-ce que ce n'est pas plus simple de penser à soi? Et donc, moi, par exemple, j'avoue qu'au moment où j'ai pris la décision de voyager, j'ai commencé par me mettre à l'écart. Je suis disponible, mais je ne
mettais plus corps et âme dans tout ce qui est vie associative. Pour la petite histoire, j'arrive ici et ça me rattrape encore. Je me retrouve encore sollicité pour faire partie d'une association. J'ai juste souri, j'ai dit, ah ok, si tel est mon sort, pourquoi pas. Alors, donc c'est pour ça que je souriais quand tu parlais un peu des réalités, qu'on ne dit pas toujours, mais qui sont intrinsèques à tous ceux qui veulent œuvrer pour la communauté. Et je vois que je vais pas dire que tu aimes souffrir, parce que, pourquoi je le dis, tu es dans beaucoup de communautés toujours. Moi, par exemple, le jour où je t'ai connu sur deux projets en même temps. Il y a ce pourquoi tu étais là, mais aussi dans le cadre de la CIRT. Je ne savais même pas que tu étais le président de la CIRT. Donc, c'est après, parce qu'il y avait un événement auquel je voulais participer, c'est là où j'ai su que, ah, qui est aussi là-bas. Alors déjà, est-ce que tu peux nous parler un peu de la communauté ivoirienne, l'association de la communauté ivoirienne de la région de Toronto? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi? Est-ce que tu peux nous en parler? Merci pour cette question. L'association de la communauté ivoirienne de la région de Toronto a été créée depuis 2018, officiellement. Sinon, bien avant cela, il y avait beaucoup d'Ivoiriens quand même qui se rencontraient, pas formellement. Et je pense que c'est parti de là qu'ils ont décidé de mettre sur pied cette association. Donc, le premier président, un aîné qui s'appelle Didier Justin, que je salue au passage, pour ses conseils et puis ses appuis et tout, toujours disponible. J'ai été membre de son bureau. C'était même au début, 2 ans après, juste que je suis arrivé en Ontario, quand je suis arrivé, j'ai cherché à savoir, mais est-ce qu'il y a une communauté qui existe ici? Comment est-ce que je peux apporter et tout cela? Parce que j'ai vécu quand même 6 mois, c'est pas beaucoup à Montréal. Et j'ai pu voir certaines choses qui m'ont permis d'intégrer la communauté ici, pour voir dans quelle mesure on peut aller de l'avant avec certains défis. Donc j'ai cherché et puis je suis tombé sur l'association. J'ai discuté avec le président et il a estimé que je pouvais aider au niveau du bureau exécutif. Donc j'ai intégré le bureau en 2018. J'ai fait, je pense, un mandat et puis bon. Et la deuxième présidente, Carole Ballot, était aussi membre de son bureau. Et c'est après elle que j'ai été élu. Je suis allé étape à étape. Voilà, j'ai fait mes classes au niveau de l'association. Parallèlement, j'étais bénévole dans beaucoup d'organismes, membre, conseil d'administration, parce que je me dis quand même que moi, je fonctionne par expérience. Je voulais connaître un peu le rouage des différents organismes, différentes communautés, différentes associations, comment ça fonctionne. Et à côté de cela, qu'est-ce que je pouvais apporter? Tu vois, moi, c'est ma satisfaction de sentir que j'apporte quelque chose. Je peux dire à l'humanité, à mes frères, à tout le monde. Et comme tu l'as dit, c'est comme un sacerdoce. Tu peux décider de lever, de lâcher prise, mais ça te rattrape toujours quelque part. Tout le monde n'est pas fait pour être leader, tout le monde n'est pas fait pour la vie associative. Ça prend d'avoir ces valeurs intrinsèques. Tu comprends? Parce que quand c'est pas ton truc, là, ça se sait tout de suite. Ça se sait tout de suite. J'ai comme un ami qui me disait, mais tu arrives à un niveau où tu dois pouvoir capitaliser maintenant et de toute ton expérience communautaire associative maintenant à pouvoir le capitaliser en revenu parce que tu donnes de ton temps, tu donnes de ton énergie, tout ton être pour l'intérêt de la communauté, l'intérêt des autres. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce qu'il en est? Tu n'as plus le temps pour ta famille. Ta femme te voit moins, tes enfants te voient moins. Mais à la fin de la journée, oui, qu'est-ce qu'on retient? Tu vois? Ça, c'est un ami qui est entrepreneur qui me dit ça. Il dit, tu es arrivé à un niveau où tu dois pouvoir capitaliser maintenant tout ce que tu as pu avoir comme réseau, comme opportunité en affaires, pour te permettre quand même de faire comprendre à ta compagne qui partage ta vie que toutes ces nuits blanches, tout le temps que tu n'as pas pu passer avec elle, c'était pour ça. Parce que des gens qui seront là pour te tirer là-dessus, pour te jeter la pierre, que soit ce que tu pourras apporter, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais il faudrait que tu puisses mesurer à un moment donné aussi que tu ne l'as pas fait en vain. Que tu ne l'as pas fait seulement parce que c'est ce pourquoi tu es dévolu. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui te soutiennent, qui t'accompagnent, qui bénissent, qui prient pour toi chaque jour. J'espère qu'au sortir de là, tu puisses avoir ne serait-ce qu'une petite reconnaissance, une petite récompense. Tu vois, c'est cela. Et pour répondre, ça c'était une parenthèse. Donc j'ai pris l'assiette et je me suis dit, ce que je connais, ce que j'ai vu au niveau des organismes, et puis la nature même de nos associations, perception, l'impression des autres, il était important que j'apporte quand même une nouvelle approche pour nous permettre, nous, en tant que communauté afro-descendante, de pouvoir profiter des opportunités que le Canada offre.
Parce que ces opportunités-là, ces avantages-là, ce n'est pas nous qui en bénéficions. C'est justement ces organismes-là qui nous utilisent pour des fins statistiques. Profitent, qui bénéficient effectivement de toutes ces opportunités-là, tout ce qui pouvait profiter directement aux communautés. Je dis, bon, c'est vrai qu'il y a une association qui regroupe les Ivoiriens, qui œuvre pour le bien-être, pour l'épanouissement de la communauté, mais il faut dépasser l'aspect récréatif. Il faut aller au-delà. Le Canada est un pays qui offre beaucoup d'opportunités, surtout pour les regroupements ethno-culturels. Et voilà pourquoi j'ai accepté de poser ma candidature avec l'appui de plusieurs membres de la communauté. Et tu vois, en tant qu'association, la perception des autres, c'est que, oh, c'est juste pour fêter, juste pour se retrouver boire, ainsi de suite, pour jouer au foot. Non, ça va bien au-delà. Il y a des valeurs sûres dans nos communautés, il y a des compétences certaines dans nos communautés, il y a des opportunités au Canada. Il faut mettre ensemble ces différentes compétences-là pour permettre à la communauté d'aller de l'avant. Et ça ne pouvait que se faire avec la collaboration. On ne peut pas que recréer la roue. Il y a des organismes qui existent ici qui sont censés mettre en œuvre des initiatives pour aider les communautés à pouvoir s'épanouir. Déjà, dans un premier temps, on va profiter de ça. Et c'est pour ça qu'on nous utilise pour des fins statistiques. Pour dire effectivement qu'on travaille. Donc, on a besoin de tel montant de subventions pour les aider. Bon, donc, on va demander ce qui est disponible pour nous aider là, pour nous permettre d'entreprendre nos actions au niveau de nos communautés. Donc, pour cela, c'est un processus qu'elle a mis en place, qu'on se rende visible. Pas seulement rester exclusionniste, rester exclusif ou bien sectaire, non. Il faut s'ouvrir. Pour revenir encore au résultat, il faut s'ouvrir aux autres communautés. Le processus a commencé par cela. Et mon slogan, c'était unis et solidaires pour une communauté prospère. Donc du coup, il y a le volet communautaire, le volet économique, la prospérité. Mais ça prend effectivement que ce soit déjà visible. Et donc, on a commencé à mener des actions pour notre visibilité, créer un site internet plus dynamique, entrevoir des collaborations avec des institutions qui existent déjà. Tu vois, on a partagé un plan stratégique. On a remis tout à nu, on a partagé notre plan stratégique, on appelle notre plan annuel aux différents organismes qui ont été nous accompagner sur l'année. Chose qu'ils ne faisaient pas auparavant parce que c'était des commandites avant que les gens demandaient pour des activités ponctuelles. Barbecue ici, tournoi ici. Non. Propose un plan clair où on veut aller avec nos membres, où on veut aller avec nos entrepreneurs. Les actions qu'on compte mener sur l'année pour atteindre ce but. Tu vois, ça change un peu la donne. Ça change un peu l'approche. Tu vois, on devient plus crédible aux yeux de ces institutions. Quand on acquiert la visibilité, quand on devient crédible, on peut passer à un niveau supérieur et peut-être maintenant commencer à demander des appuis plus colossaux pour entreprendre des projets concrets. Tu vois, les gens qui ne partagent pas la vision ne comprendront pas que c'est un chemin que nous empruntons. Non, parce qu'on a rompu avec des barbecues chaque année, tout le monde n'a qu'à venir manger. Quand tu as une vision, tu donnes les moyens d'atteindre la vision. Ça veut dire que toute habitude est difficile à rompre, mais les gens finiront par comprendre. En même temps, pour rompre des habitudes, il faut forcément faire des dégâts collatéraux. Forcément. Et donc, c'est dans cette dynamique-là qu'on est. Je ne peux pas dire essayer de rééduquer, non, pas du tout. Je ne dirais pas ça. Mais c'est une façon pour nous d'essayer de mettre nos différentes communautés ethno-culturelles à niveau par rapport à la réalité d'ici. Si on est sûr qu'on veut aller de l'avant avec notre communauté. Nous avons fait 1 an qui a été très bien apprécié. Nous sommes dans la 2e année, pratiquement à la fin du premier mandat, où la 2e année, par exemple, qui était dédiée aux entrepreneurs, à mettre en place des mécanismes pour favoriser un écosystème, pour favoriser l'épanouissement, la promotion des entrepreneurs. On a encouragé une économie participative, une économie collaborative. On doit arriver à un moment donné où ce ne sera plus peut-être les institutions communautaires qui vont nous donner des commandites ou bien des accompagnements, mais c'est nous-mêmes, nos entrepreneurs, qui aident la communauté à aller de l'avant. C'est à cette phase-là que nous sommes en train d'aller. Donner les rudiments, la force à nos entrepreneurs, pour que ce soit eux, nos premiers partenaires. Mais pour cela, c'est qu'on a mis en place des mécanismes qui leur permettent d'aller de l'avant. Parce que nous, on a la chance d'avoir la plateforme, on a la chance d'avoir les ressources, on a la possibilité d'avoir les partenaires qu'il faut pour ça. Donc, on essaie de mettre en place ces différents mécanismes pour permettre à nos entrepreneurs, de se développer aisément. Avec, par exemple, la Banque des Jardins, avec la Fédération des jeunes d'affaires. Il y en a beaucoup de partenaires comme ça qui sont disposés à nous accompagner. Donc, nous sommes en train de mettre en place le mécanisme pour que ça soit pertinent et efficace pour les entrepreneurs. Une fois, tu verras qu'une fois ces entrepreneurs véritablement auront une bonne santé financière, ce seront eux qui vont aider la communauté de mettre les projets probants, que de dépendre des organismes qui vont apprécier les commandites au cas par cas, tu vois.
nous, en tant que communauté ethno-culturelle, en tant qu'association, quel pouvoir on a, ou bien quelle force on a de faire rayonner un organisme qui a des millions comme budget, ou bien qui a des centaines de mille comme budget. On nous utilise juste pour des chiffres, pour des faits statistiques. Mais comme on dit là, on ne pèse rien dans leur truc, parce qu'on ne le veuille pas. Voilà, eux, ils vont toujours demander les subventions et les auront. Et quand tu regardes dans le fond, ce qu'on ne dit pas, par exemple, je dis, peut-être que les gens vont mal le prendre. Fondamentalement, certains organismes n'ont pas intérêt à voir les communautés éclore. Parce que c'est comme si on essayait de leur enlever, en griffe du thème, un marché. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Voilà. Les organismes qui organisent Back to School, nous aussi on organise Back to School. Pour les membres de nos communautés, sans moyens. Il aurait suffi simplement à ces organismes de nous aider à le faire. Voilà. Aussi simplement. De nous aider à le faire. C'est eux qui sont toujours en avant. Comme nous, on peut utiliser d'autres canaux aussi pour pouvoir le faire. Donc, je dis, les collaborations ne sont pas transparentes. Les collaborations ne sont pas sincères. Les collaborations ne sont pas, tu vois, on arrête de prendre les communautés pour les faire valoir. Non, je ne suis pas d'accord. C'est nous qui faisons ces organismes. C'est nous qui les faisons. Mais que d'arriver au fait où on doit faire un bras de fer, ça ne sert à rien en fait. Parce qu'on ne peut rien créer de nouveau. Vous existez, vous connaissez déjà les lois, vous avez déjà les mécanismes. Mais aidez-nous à aller de l'avant. C'est simplement ça qu'on demande. Aidez-nous à aller de l'avant. Mais si ça doit se faire au cas par cas, ça doit se faire parce que, bon, de toute façon, la communauté, ils peuvent rien nous apporter. Juste pour l'image. C'est des organismes qui ont préféré peut-être soutenir d'autres organismes juste pour le nom, parce qu'ils ont une certaine autorité au profit des communautés non culturelles. Mais ils se trompent. On peut décider, par exemple, mettre en place, réfléchir, mettre en place nous-mêmes nos propres organismes, mais ça servira. C'est ça, les gens ne veulent pas qu'on dise. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Et moi, le dire comme ça, c'est des risques peut-être que je prends. Qu'à cela ne tienne. Mais c'est ce qui est réel. Mais on n'a pas envie d'arriver à là. Parce qu'il y a des choses qui existent déjà, qui fonctionnent très bien. On doit pouvoir profiter de ça. Mais là, c'est une question de gestion de personnes. Je ne pense pas que ce soit la culture de l'institution. Tu comprends? Mais comme il y a certains organismes qui sont à l'aise d'accompagner les communautés, parce qu'ils connaissent l'importance des communautés. Je prends par exemple le conseil, le COFRD, dont la directrice est Bouloa. Tu vois, on n'a pas beaucoup de moyens, mais elle essaie quand même d'appuyer les communautés. Tu prends les différents conseils qui existent. Appuie les communautés. Conseil scolaire Mon Avenir, conseil scolaire Viamonde, appuie les communautés. Tu comprends? Il y en a beaucoup d'organismes comme ça qui essaient d'appuyer les communautés parce qu'ils ont compris l'enjeu de ce que nous, communautés racialisées, nous représentons les défis qu'on rencontre. Donc ils ont mis l'humain au centre de leur action. En fait, c'est ça qui fait toute la différence. Les mandats ne sont pas forcément pareils. Il peut y avoir un mandat, un objectif général, mais de façon spécifique, là, c'est là que fait toute la différence. Quand tu mets l'humain au centre de ton action, l'approche n'est pas pareille à celui qui veut juste avoir des clients pour avoir des clients, compter juste les clients pour avoir des subventions. C'est pas la même approche. Définitivement, c'est pas la même approche. Et ça, moi, j'arrive à faire la nuance. C'est m'exposer de le dire comme ça. Tu sais ce que je veux dire. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que mon objectif n'est pas de te créer des problèmes, ne pas me créer aussi des problèmes. C'est ça. On est là pour travailler ensemble, mais c'est très pertinent de toucher du doigt ces points parce que, quelque part, pour moi, ces sessions, ce n'est pas aussi pour venir juste dire, pour faire plaisir à tout le monde. C'est vraiment voir comment est-ce qu'on peut impacter, comment est-ce qu'on peut faire bouger les choses. Et j'avoue que depuis que je me suis ajouté cette corde des finances à mon arc et que j'ai commencé par bouger un peu, j'ai vu ces réalités-là que tu es en train de mentionner. Et moi aussi, ça m'a fait un peu mal parce que les gens, comme je le dis souvent, on n'est pas venu d'à côté, on est venu de loin. On a laissé beaucoup de choses pour arriver ici. Et beaucoup ne sont pas arrivés à 18 ans. Beaucoup sont arrivés dans la trentaine, dans la quarantaine. Donc, je comprends la frustration quand tu dis, ah, je vais dans ma communauté et dans la communauté, on ne parle que de la fête, on ne parle que de certains sujets, alors que les réalités sont là. Il y en a qui font des efforts parce que j'ai eu écho de certaines communautés qui aident pour tout ce qui est comme logement, etc. Mais il y a d'autres besoins qui sont encore là aussi, comme trouver du travail. Des gens font des études alors qu'ils ne sont pas venus pour ça. Et donc, ils choisissent
le premier cours qui est là parce qu'il faut bien retourner sur les bancs. Je vois des communautés où il y a des solutions simples qu'on peut mettre en place, mais on ne le fait pas et c'est quand il y a un souci comme un décès, là, on se retrouve à faire encore des GoFundMe. Alors que la même cagnotte, il y a des outils qu'on peut mettre en place pour aider tout le monde. D'abord, on ne va même pas avoir à débourser tout ce montant, mais chacun sera à l'aise pour avancer. Et donc, je suis content que tu aies accepté aller au-delà de la ligne rouge un peu pour aborder ces cas. Il y a un autre projet aussi sur lequel je t'ai retrouvé, c'est Franco Perspective. Pourquoi avoir créé aussi Franco Perspective? Si, je faudrait que depuis plusieurs années, je suis dans la région de Durham, hein. Puis j'ai rencontré d'autres amis d'autres pays ici. Durham, comparé aux autres régions, est assez particulier. Je ne dirais pas complexe, mais assez particulier. Durham, c'est une région très politique quand même. De par l'histoire que j'ai de Durham, c'est une région très politique. Et donc, compte tenu de la démographie grandissante de la communauté francophone ici, tu vois, le paysage est en train de changer. Mais l'histoire de Durham existe encore. Côté politique, qui était très souvent, qui était assez conservateur, fait que la communauté francophone existe ici. Mais fait qu'on ne sent pas le dynamisme des différentes communautés ethnoculturelles. Que, au départ, les francophones assez sélects qui existaient ici, qui participaient plus ou moins aux rencontres, des rencontres de trouvailles, des rencontres. Mais vu que le paysage a changé, l'approche aussi doit commencer à changer. Pour les communautés qui sont venues d'un environnement pareil, à la limite, ils ne sont pas forcément concernés par ce qui est entrepris, du moins par des initiatives qui sont proposées. Ça fait que la vitalité et le rayonnement de ces communautés-là prend un coup. Pour avoir quand même côtoyé ces communautés-là, je sais plus ou moins les défis et les intérêts. C'est vrai qu'il peut exister des organismes ici qui sont dédiés véritablement pour les accompagner, comme le COFRD de Boulogne que je salue au passage, comme la société de santé mentale de Durham, la cité collégiale qui veut s'installer ici au passage aussi. J'ai fait un clin d'œil à la cité collégiale de Couleuse Boréal. Et puis à l'EOF aussi qui n'hésite pas à accompagner nos communautés ethnoculturelles. Et donc, plusieurs communautés ici qui existent, mais tu vois, qui ont l'impression d'évoluer en rang séparé. Ce n'est pas fait pour aider la communauté francophone. Je vois comment le COFRD se bat pour les francophones à Durham. Mais encore qu'il faudrait que ces francophones se sentent impliqués et intéressés par tout ce qu'elles proposent. Donc, il faut les faire sortir. Il faut les faire sortir. Il faut sortir, je veux dire, proposer quelque chose de nouveau. Parce que le paysage est en train de changer. Et je pense que c'est cette approche-là qu'elle adopte. Et les choses sont en train d'aller dans ce sens-là. Et nous venons pour accompagner cette initiative-là en mettant en place cette structure-là pour favoriser et encourager la vitalité des afro-descendantes. C'est le secret. Et le secret, c'est que les intérêts ne sont pas forcément les mêmes. Les défis ne sont pas les mêmes. Un nouveau arrivant, quand il vient, le défi aujourd'hui, c'est trouver un logement, chercher du travail. Je ne serais pas forcément à l'aise à venir pour un tel atelier, ça dépend. Il faut mettre en place des initiatives qui vont les chercher. Il faut mettre en place des initiatives qui ont des intérêts pour eux. Une fois que tu arrives à les faire sortir, à les regrouper, tu peux faire passer le message que tu veux. Mais comment les faire sortir? Et c'est à cela que Franco Perspective vient pour jouer un rôle. Parce que je suis membre de la communauté afro-descendante. Je sais ce qui nous intéresse, tu vois. Le sport, des activités qui nous parlent. Donc, je connais ces activités. Donc, quand tu mets en place ces activités-là, et puis je côtoie le milieu, je peux facilement les faire sortir, je peux facilement aller les chercher. Et quand ils sont là déjà, j'ai pu établir cette relation de confiance-là. Pas forcément de façon formelle, parce que c'est ça aussi. Quand c'est trop formel, ils vont préférer, oh, tu vois. Mais j'ai pu créer cet environnement-là. Et dès que cet environnement est mis en place, je peux maintenant dire, ah, les gars, voilà ce qui est bon, tu vois, ce qu'on peut partager aussi qui peut vous aider à cela, 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 cela. C'est ça le rôle de Franco Perspective. On s'est mis sur une niche, on n'a pas voulu avoir des problèmes, on s'est mis sur une niche où on a su qu'on peut être très utile, sans pourtant déranger les autres, mais très impactant dans la communauté. Si Franco Perspective aujourd'hui organise une activité, Madame Boulogne, le COFRD, elle va nous accompagner. Parce qu'elle estime qu'il y a des membres de la communauté là qui ont besoin des services pour leur
intégration et épanouissement. Tu vois? C'est que la plateforme et puis les autres viennent en appui pour véhiculer leur message. C'est cela en fait. Et Madame Bouloua du Jour fait a bien compris ça. Et elle nous accompagne quand même. Voilà un peu la position de Franco Perspective. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle? Bon, je dirais même pas bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle. Mais c'est vraiment dommage. Et puis, je vais peut-être saisir l'occasion pour encore exprimer mon indignation face à cette situation-là. Et, la Coupe du Monde, c'est l'un des plus gros événements mondiaux. Je pourrais dire le plus grand événement mondial. Et plus qu'un enjeu sportif, c'est un enjeu purement économique, un enjeu touristique dont on peut l'imaginer. Donc du coup, tous les pays qui participent à la Coupe du Monde, je veux dire, ils font preuve d'une mobilisation dont on ne peut l'imaginer, même si c'est pour venir jouer un match. On ne peut pas constater cet aspect des choses-là, et puis nous, en tant que pays, avoir l'impression que notre pays n'a pas compris cette dynamique. Je parle en pesant mes mots. Je ne suis pas en train de fustiger nos autorités. Ça peut s'adresser à certains individus. Parce que je ne crois pas que ça soit la volonté de nos autorités de ne pas voir les couleurs orange, blanc, vert briller sur le Canada à sa présence de par son drapeau. Et ça prend les hommes. C'est vrai qu'au Canada, ce sera un seul match. Mais un seul match, ce que ça peut avoir comme impact culturel, impact économique pour nos entrepreneurs, pour tous ceux qui viennent là, pour le Canada même, on ne peut pas imaginer. Donc pour nous, c'est ce qu'on défend. C'est une occasion pour nous de faire valoir les richesses de la Côte d'Ivoire. Ce match sera à guichet fermé contre l'Allemagne. Et c'est un match assez déterminant pour la suite de l'événement quand il va s'agir de l'équipe de la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire aura besoin de son deuxième homme qui est le supporter. Les Ivoiriens ne peuvent pas forcément, ils ne peuvent pas tous quitter de la Côte d'Ivoire pour venir suivre le match. Et les billets sont hors de prix. La dernière fois que j'ai consulté, c'était à 2700, qui est pratiquement le coût d'un loyer ici. Il y en a combien d'Ivoiriens qui peuvent se permettre le luxe d'aller acheter un billet? Alors que la FIFA met à disposition de chaque équipe un pourcentage de billets, tu vois, qui peuvent être disponibles pour la communauté ivoirienne pour aller supporter les éléphants. Mais à côté de cela, différents pays font des efforts supplémentaires pour que ce soit des instants inoubliables, pour qu'on puisse profiter pleinement de ça. C'est ce qu'on constate dans tous les autres pays. Mais pourquoi nous, la Côte d'Ivoire, c'est toujours nous, on est toujours en train de dire non, on n'est pas au courant de sortir ici. Ça, c'est dommage. Il y a eu du tournoi du bouclier ici au Canada où les Ivoiriens, où on l'a organisé sans appui financier de personnes. Mais on a déplacé près de 700 Ivoiriens ici à Toronto pour suivre le tournoi du bouclier. C'est une fierté de voir que sur les écrans géants du stade, on met félicitations, merci à l'association de la communauté ivoirienne pour la mobilisation. C'est le drapeau de la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Partout où on parle des Ivoiriens, on se fait connaître. Au-delà de l'aspect sportif. Surtout que dans la même période, on parlait beaucoup d'Africains, mafia africaine ici, en train de sortir. On arrivait quand même à faire sortir, je dis, à redorer une certaine image de notre communauté aux yeux du Canada. On a fait bonne impression. Sans moyen. Mais pour un événement comme la Coupe du Monde, on n'a même pas de ticket qu'on peut disponible pour notre communauté, pour la communauté ivoirienne au Canada, pour parler de notre pays. Les autres pays n'ont pas ce problème. Pourquoi nous, on a des difficultés à pouvoir permettre à nos compatriotes de se rendre au stade pour aller supporter les éléphants? Ce n'est pas la volonté qui manque. Et je pense juste certain que nos autorités en Côte d'Ivoire mettent en place des dispositions pour cela. Et j'espère que jusqu'avant le début de ce tournoi-là, on pourra permettre à un plus grand nombre d'Ivoiriens de pouvoir assister, de pouvoir aller supporter les éléphants. Il ne s'agit pas de mettre en place des fan zones. Pour moi, ça vient, je dis, en appui à ceux qui n'ont pas pu avoir accès au stade, ceux qui n'ont pas eu le temps, ceux qui n'ont pas eu la disponibilité, ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir des tickets gratuits, d'avoir accès au stade. Mais il s'agit là d'aller soutenir l'équipe nationale. Il s'agit là d'aller porter de la voix. Il s'agit là de faire flotter le drapeau au niveau des stades. Et puis le match contre l'Allemagne, là, c'est un match décisif. Et c'est là qu'on devait mettre les moyens pour que les Ivoiriens ne pas supporter les Allemands. À moins qu'on nous dise qu'ils savent que la Côte d'Ivoire n'ira pas lien à cette compétition. Là, c'est clair que nous, on restera à la maison. Mais c'est dommage. Nous, on a été transparents sur toute la ligne. On a fait preuve de bonne foi de notre engagement quant véritablement à recevoir tous ceux qui viendront, parce que nous qui recevons la communauté, tous ceux qui viennent, la communauté africaine, tous ceux qui viendront à Toronto pour la Coupe du Monde. On a fait preuve de bonne foi. On a mis en place tous les mécanismes pour pouvoir, une fois de plus, faire preuve de notre professionnalisme, de notre engagement. Mais bon, s'il n'y a pas de mesures d'accompagnement, comme on dit, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, on ne peut pas aller au-delà.
Mais on espère que voilà, nos autorités prendront bien note de cet aspect, de nous permettra effectivement à la communauté ivoirienne d'aller supporter les éléphants. Parce que c'est un match décisif contre l'Allemagne, c'est un match très décisif. Donc là, nos partisans avaient besoin de sentir que les Ivoiriens sont là pour les soutenir. Mais imaginez, c'est un match qui joue à guichet fermé. Et quand on te dit que l'Allemagne, par exemple, a pris plus de la moitié du stade, franchement, tu comprends quelque chose. Si vous allez venir jouer, les Ivoiriens là sont isolés comme ça dans le stade. Bon, bon. C'est d'ailleurs qu'on va supporter les éléphants. Non, ils ne nous entendent pas, ils ne vont pas nous entendre. Et je pense que nos autorités peuvent nous aider à cela. En tout cas, on a bon espoir. Il y a un aspect que les gens ne savent pas forcément, mais en Afrique, quand il y a la Coupe du Monde, quel que soit ton pays, même si ton pays ne fait pas partie, par défaut, tu soutiens tous les pays africains. C'est ça, la défense. Du coup, j'imagine que si c'est le match de la Côte d'Ivoire, c'est le match de tous les Africains au Canada contre l'Allemagne. Et je suis tenté de demander, alors on ne le souhaite pas, mais si jamais on n'a pas de résultat ou de changement d'ici le 20 juin, est-ce qu'il y a un plan B, genre pour les fan zones? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on prévoit? Oui, avec le CNSE, le Comité national des supporters aux éléphants, il y a une réflexion qui est en train d'aboutir sur la mise en place d'une fan zone qui sera à Milton. Voilà, donc ça sera l'alternative pour ceux qui voudront vivre la Coupe du Monde aussi, tu vois, d'aller suivre le match et puis de vivre l'ambiance de la Coupe du Monde autour de cette fan zone. Je pense que c'est sur cette piste-là que nous sommes. Voilà, nous étions auparavant sur une piste d'une fan zone africaine. Mais bon, mais pour le moment, on retient que la fan zone, ce sera à Milton. Tout le monde est invité à venir vibrer. Toute l'Afrique est invitée à venir supporter les éléphants, à venir vibrer euh, pour le match contre l'Allemagne. Alors, il y a aussi un très gros projet sur lequel j'ai vu ton nom. Je ne sais pas si c'est un projet toujours actif. C'est la Fédération des associations ivoiriennes de la Côte d'Ivoire. Oui, Est-ce que elle c'est... existe. Ok. Elle existe déjà depuis longtemps. La fêtière de toutes les associations ivoiriennes du Canada, FEC, qui existe déjà, dont le président est Benjamin Poué, que je salue au passage. Donc la fêtière existe, qui fédère un peu toutes les associations canadiennes. Et qu'est-ce qu'il y a comme action? Comment est-ce qu'on peut, est-ce qu'on, comment est-ce qu'on on la sent? Comment est-ce on voit les impacts de cette fédération? Beaucoup n'arrivent pas à visionner, mais le Canada est très grand. Donc, moi, ça m'a pas étonné quand j'ai découvert qu'il y a la FEC. Mais au même moment, je me demande comment est-ce que la FEC arrive à fonctionner. Voilà, encore une fois, c'est des hommes qui sont en train de diriger les communautés, c'est les hommes qui vont encore se retrouver au niveau de la fédération. Comment est-ce que ça arrive à se faire en termes d'action, en termes d'impact? Oui, la fêtière, elle existe depuis longtemps. Je pense qu'elle a acquis quand même une certaine expérience quant véritablement à la dynamique de fonctionnement, quant à ce qu'il faut pour fédérer efficacement les associations. Qu'une œuvre nulle n'est pas faite en son temps. Mais comme son nom l'indique, fédération, c'est pour fédérer un peu toutes les associations afin de parler d'une seule voix pour tout ce qui est de la communauté francophone. Mener des projets d'envergure nationale, par exemple, qui a besoin de la solidarité et puis de l'accompagnement de tous les Ivoiriens. La fêtière est principalement là pour ça, tu vois, des actions concertées, des actions nationales et autres. C'est vrai que il y a beaucoup de choses à faire, mais la FEC est sur la bonne voie. Je suis membre de la FEC, je suis membre du bureau, donc la FEC est sur la bonne voie. C'est vrai que ces derniers temps, je suis un peu... Parce que j'étais sur plusieurs défis en même temps, mais je pense que la FEC est sur la bonne voie pour, pour permettre à la communauté ivoirienne de parler d'une seule voix et pour mener à bien certains projets. Non, mais je pense que c'est une entrevue quand même assez dynamique. Alors, tu as aussi parlé un peu de la vision de la prochaine action. Est-ce qu'il y a un dernier mot, je dirais, pour, disons, la francophonie, les francophones qui se débattent en Ontario et puis dans tout le Canada? Est-ce qu'il y a un mot à leur endroit? Je pense que c'est d'avoir une vision, c'est d'avoir une vision
et puis de rester focalisé sur cette vision-là, quels que soient les obstacles auxquels on est confronté. Mais moi, principalement, moi personnellement, ma vision serait effectivement de consolider les acquis et puis de mener des actions pour pouvoir amplifier l'impact de nos actions. Principalement cela. Et le chemin ne sera pas aisé, mais avec l'accompagnement des uns et des autres, avec la compétence des uns et des autres, on pourra quand même apporter cette innovation-là dans les approches qu'on aura pour, euh, pour aider nos différentes communautés, quoi. Voilà. Pour ma communauté, je ne rêve pas forcément d'une reconnaissance. Mais ce que j'aspire pour elle, ce que j'espère pour elle, c'est son autonomie. Renforcer son autonomie euh, et avoir une influence communautaire de plus en plus grande où chaque membre, effectivement, pourra réaliser son plein potentiel. C'est à cela que je rêve. Et voilà pourquoi on a mis l'accent sur nos entrepreneurs cette année pour leur permettre d'être entièrement autonomes. C'est seulement eux qui pourront par la suite aider la communauté véritablement à aller de l'avant. Dépendre forcément des autres institutions qui, je le précise, sont toujours disposés à nous aider. Mais on est toujours mieux servi que par soi-même. Toujours mieux servi que par soi-même. Merci beaucoup. Merci pour l'occasion. Merci pour le partage. Je sais qu'on aura encore d'autres sessions parce que il y a par exemple le livre qui va sortir. Il y a d'autres projets. Il y a aussi des projets sur lesquels on travaille ensemble qu'on Ouais. n'a pas abordé. Et donc, un grand merci pour la disponibilité, le soutien. Merci Merci beaucoup. beaucoup, Sam. Merci. Je pense que c'était un plaisir pour moi. On n'a pas pu éplucher toutes les questions, mais on aura l'occasion de revenir là-dessus. Merci beaucoup et puis au plaisir. Comme j'aime bien le dire, on continue. Merci.